Donc, pour me présenter, je m'appelle Mathieu Aymar, je suis COO de Digit89. En 2 mots, Digit89 est une plateforme qui optimise la relation entre une entreprise et ses fournisseurs. Donc, en fait, lorsqu'une entreprise rejoint Digit89, elle va permettre en fait à ses fournisseurs, via notre plateforme, d'accéder d'une part à toute l'information sur le traitement de leurs factures. Donc, les fournisseurs vont pouvoir suivre par eux-mêmes si leur facture a bien été réceptionnée par leurs clients, approuvée, etc. Et les fournisseurs vont aussi avoir la possibilité, s'ils le souhaitent, de recevoir le paiement anticipé de leur facture, c'est-à-dire d'être payés plus tôt. Donc, plutôt d'attendre la date d'échéance de 60 jours, ils vont pouvoir demander un paiement de leur facture en déroulant les 2 jours. Donc ça, c'était une petite intro sur Digit89. Peut-être pour ceux qui n'ont pas été présents aux 2 autres webinaires, une petite explication de pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de webinaire au sein de Digit89. En fait, le but est de parler de différents sujets de l'écosystème de Digit89. Donc, on a eu un premier webinaire en avril où on avait parlé de la problématique de trésorerie et l'optimisation du besoin de fonds de roulement avec un focus sur les startups à ce moment-là. On a ensuite eu un autre webinaire en mai où on a parlé du collaborative reverse factoring, qui est en fait le modèle utilisé par Digit89. Et alors, aujourd'hui, on va parler d'un challenge qui touche énormément d'entreprises, voire toutes les entreprises. C'est celui de la réduction de l'impact environnemental. Mais on va faire en fait un focus aujourd'hui sur l'impact environnemental provenant des émissions dites indirectes. On entend parler aussi du scope 3. Donc, par exemple, l'impact environnemental des fournisseurs de l'entreprise, puisque cet impact est pris en compte dans le calcul de l'empreinte carbone. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Digit89 fait ce genre de webinaire et parle de ce sujet. C'est assez simple. Nous, on est un acteur qui rentre dans la relation d'une entreprise et de ses fournisseurs. Et alors, sur le terrain, on a très rapidement constaté que ce challenge était un vrai défi pour les entreprises, c'est-à-dire on a rencontré énormément d'entreprises qui ont des objectifs d'ici 2030 de réduire de moitié leur impact environnemental, sauf qu'une grosse partie de cet impact environnemental provient de leurs fournisseurs, donc d'une consommation indirecte, d'une émission indirecte. Donc, on a décidé de parler de ce sujet aujourd'hui. Une chose est claire, c'est que je ne suis pas du tout expert dans ce secteur de la durabilité, le calcul d'empreinte carbone, etc. C'est pourquoi on a la chance aujourd'hui d'avoir comme guest Louis Collinet. Louis Collinet, il a 34 ans, il est co-founder et CEO de Tapio. Je le fais rentrer dans le studio. Bonjour Louis. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, écoute Louis, je t'ai très rapidement introduit par rapport à Tapio. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce que fait Tapio? Tu vas peut-être être plus doué que moi pour expliquer ce que fait Tapio. Oui, avec plaisir. Merci Mathieu pour ton intro. Donc Tapio, c'est une organisation belge qui a été créée il y a 3 ans et demi. Notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique de toutes les organisations. Pour faire ça, on a développé une plateforme, un logiciel qui permet de simplifier les différentes étapes d'une transition écologique réussie. Donc, tout d'abord la mesure, la compréhension, ensuite la réduction et ensuite l'engagement des différentes parties prenantes. Et c'est là que l'introduction de Mathieu peut potentiellement prendre tout son sens. Notre vision, c'est de centraliser la connaissance pour la rendre disponible au plus grand nombre et ainsi simplifier chacune des étapes de la transition écologique pour les organisations. Parfait. Donc, vous l'aurez compris, on a, je pense, la bonne personne en face de nous pour attaquer ce sujet. Peut-être pour expliquer un peu la structure du webinaire d'aujourd'hui, on va d'abord parler des éléments un peu basiques, donc comment calculer justement l'empreinte carbone, et puis justement un focus sur ce fameux scope 3, donc les émissions indirectes dont j'ai parlé très brièvement. Louis va nous expliquer ce que c'est et surtout mettre en avant les challenges liés à ce scope 3. Et bien sûr, il va venir nous apporter quelques recommandations et quelques solutions par rapport à ce problème. Je le répète, n'hésitez surtout pas à interagir pendant le webinaire. Vous avez le chat pour poser toutes vos questions. On va y répondre en live et on va aussi prendre un peu de temps à la fin pour répondre aux quelques questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre.
Louis, donc justement, j'en parlais. Donc la première question, peut-être pour commencer par les bases, comment est-ce qu'on calcule justement cette empreinte carbone? Alors, c'est clairement un élément vraiment fondamental. Le bilan carbone, souvent, on oublie un peu cette étape, mais c'est l'élément de référence nécessaire pour pouvoir construire un plan d'action cohérent. On peut comparer un petit peu ça à la comptabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise en Belgique qui n'a pas une comptabilité à jour, ou en tout cas, on l'espère, et sinon, elle devrait sérieusement s'y mettre. L'idée étant qu'il faut comprendre et avoir une base de mesure commune. Donc, comment est-ce qu'on va calculer son bilan carbone? C'est quoi le bilan carbone? En fait, c'est toutes les émissions de CO2 nécessaires à la mise en place des activités de l'entreprise ou de l'organisation sur une durée de temps finie. Alors, c'est une définition un petit peu plus globale, mais que je trouve très intéressante. À partir du moment où une émission de CO2 est liée à l'existence de vos activités, elle devrait être prise en compte dans votre bilan carbone. Après, on pourra discuter de savoir si elle est directe, indirecte, scope 1, scope 2, scope 3. C'est de la technicité, mais dans l'intention, elle fera partie de votre bilan carbone. Aujourd'hui, Mathieu et Digit89 organisent un webinar. Eh bien, les datas consommées dans ce webinar devraient être prises en compte dans leur bilan carbone. Si, au lieu de l'avoir organisé en ligne, ça avait été une conférence et que quelqu'un avait pris l'avion de Londres pour venir assister à la conférence, techniquement, dans l'intention, les émissions de CO2 liées à ce transport devraient être prises en compte dans le bilan carbone. Donc, c'est toujours intéressant de revenir sur essayer de comprendre l'intention d'une notion pour souvent de cette manière-là, on peut y répondre. Donc, pour calculer le bilan carbone, on doit estimer les émissions de CO2 qui sont nécessaires à mon activité pendant une durée de temps finie. Tu peux passer peut-être au slide suivant. Et la question suivante qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous faites et avec qui vous le faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça va être quelle quantité, quelle technique vous utilisez et avec qui? Ça va être quel fournisseur, quelle méthode, quels matériaux vous utilisez pour faire cette activité. Cette question, elle est fort orientée vers la logique qui va nous occuper aujourd'hui, qui est liée au scope 3. Mais une fois qu'on a vraiment accepté cette logique, en fait, on est capable, du moins dans la logique, de estimer chacune des émissions de CO2 nécessaires à la mise en place de mes activités. Donc, ce que je fais, c'est organiser une conférence vers mon audience, vers des gens qui voudraient partager avec moi un niveau de connaissance. Et avec qui? Ici, on l'utilise aujourd'hui, un outil qui s'appelle StreamYard. On aurait pu le faire avec un organisme qui fait des conférences en présentiel. On aurait pu le faire via 1001 techniques. Le what, c'est ce que vous faites, et le who, c'est le whom, ça va être comment est-ce qu'on le fait. Et le choix des deux va impacter le niveau d'émission de CO2 de votre bilan carbone. Avec un exemple fournisseur, ça va être encore plus parlant. Vous pouvez avoir par exemple un processus, prenons par exemple le secteur de l'immobilier. Donc le what, c'est je dois construire un bâtiment. Le whom, ça va être quels vont être les matériaux. Est-ce que vous allez construire from scratch? Est-ce que vous allez détruire? Qu'est-ce que vous allez garder? Comment vous allez isoler? Comment est-ce que vous allez travailler la ventilation, les fondations, les balcons, etc. Chaque choix qui va être nécessaire à l'exercice de votre activité aura un impact sur votre bilan carbone. Et donc, le choix des partenaires, et là, on voit très clairement le lien qu'il peut y avoir avec la chaîne de valeur, avec les fournisseurs. Le choix des partenaires aura un impact direct sur votre bilan carbone. Sur le slide suivant, on va vraiment essayer de vous partager une formule assez simple qui est le niveau le plus précis qu'on utilise pour construire le bilan carbone. C'est-à-dire qu'on va devoir identifier deux choses propres à la construction du bilan carbone. Tout d'abord, ce qu'on appelle les données d'activité. Les données d'activité, ça va être toutes les choses qui sont nécessaires à votre activité, mais chiffrées. C'est-à-dire, ici, on a parlé du webinar organisé par Digit89. Combien est-ce qu'ils organisent de webinars? Admettons que Mathieu, aujourd'hui, soit à son bureau. Je crois que c'est le cas parce que je reconnais les arrondis un peu connus. Chez Fosbury. Voilà, c'est ça. Combien de fois Mathieu va au bureau par semaine, par an? Donc, ça va être l'activity data. C'est une donnée chiffrée qui n'est pas du CO2. Mathieu fait 1000 km par an. Mathieu organise un webinar où notre promoteur immobilier achète X milliers de tonnes de béton, millions de tonnes de béton. Ensuite, on va devoir
identifier ce qu'on appelle un facteur d'émission. Le facteur d'émission, ça va être un élément de conversion qui va transformer cette donnée d'activité en CO2. Ces facteurs d'émission sont disponibles dans des bases de données qui sont publiques ou pas, qui sont gratuites ou pas. L'exercice étant de trouver le facteur d'émission le plus pertinent par rapport à la donnée d'activité pour qu'on obtienne une donnée en CO2 équivalent. On va appliquer cette formule à toutes les activités de l'entreprise et la somme de chacune de ces lignes donnera le bilan carbone de l'entreprise. Alors, je pense que vous commencez à identifier un petit peu la complexité, c'est-à-dire que c'est des concepts relativement simples jusque-là, mais le diable va être dans l'implémentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie une liste exhaustive de toutes les sources d'émissions de CO2, de toutes les données d'activité. Ensuite, comment est-ce qu'on associe la bonne donnée d'activité avec le bon facteur d'émission. C'est un exercice qui peut être très laborieux. Si on a dans l'audience des gens qui travaillent dans la promotion immobilière, j'ai commencé à toucher le sujet du cahier de charge. Ils savent que c'est des centaines, parfois des milliers de lignes, parfois plus, et qu'associer à chaque ligne un facteur d'émission, ça peut paraître insurmontable, ça peut paraître énorme. Et c'est pour ça que des outils comme Tapio existent pour utiliser la technologie, pour venir simplifier cet exercice fondamental, mais qui peut être consommateur d'énormément de temps et qui peut aussi parfois paraître tellement gros qu'il est en fait insurmontable et donc qui bloque les entreprises à démarrer l'exercice. Donc, il existe toute une série d'outils qui sont là pour vous rendre cet exercice plus simple. Et ce que vous devez retenir dans l'intention, ce qui est l'exercice du jour, c'est pour mesurer les émissions de CO2, je vais transformer une donnée d'activité qui doit être la plus précise possible par un facteur d'émission qui doit lui aussi être le plus précis possible pour obtenir mon bilan carbone. On peut peut-être passer... Oui, tout à fait. Mais donc, si je comprends bien, donc là, jusqu'ici, là, tu as vraiment parlé de l'empreinte carbone de manière générale. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on fait un focus du coup sur... donc déjà, calculer son empreinte carbone, c'est quelque chose de très complexe, si je comprends bien. Mais c'est vrai qu'il y a une partie, il y a l'empreinte qu'on fait en direct, et puis en effet, il y a le calcul de tout ce qui est indirect. Tu parlais justement d'un fournisseur ou de tout ce qui peut être lié, en tout cas, à notre activité. Et donc, c'est vraiment ce point-là dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Donc, avant de rentrer dans la logique du scope 3, je vais juste rappeler que, en fait, calculer son bilan carbone, ça peut être complexe, mais ce n'est pas du tout insurmontable et c'est surtout fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir efficacement sur ce qu'on ne comprend pas, sur ce qu'on ne mesure pas. Nos amis flamands disent « meten is weten » et je trouve que ça, c'est vraiment la meilleure manière de le dire. Il faut connaître pour pouvoir agir, donc ce n'est pas insurmontable et c'est fondamental. Une fois qu'on a admis ce concept de mesurer l'impact écologique nécessaire à l'activité de mon entreprise en CO2 équivalent, on rentre dans un niveau de technicité un peu plus précis. Et là, il y a deux concepts qui ont tendance à être assez obscurs, mais qui sont relativement simples. Vous avez les émissions dites directes et les émissions dites indirectes. Les émissions directes, c'est les émissions les plus simples à estimer. Ça va être toutes les émissions sur lesquelles vous avez un contrôle et qui ont lieu dans le périmètre de votre entreprise. Les émissions indirectes sont séparées en scope 2 et scope 3. Les émissions du scope 2 sont toutes les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie qui n'a pas été produite sur le site de votre entreprise. L'exemple le plus évident est la consommation d'énergie, électricité. A priori, toutes les entreprises sont reliées au réseau, consomment des kilowattheures, mais une infime partie a une centrale électrique sur site. Eh bien, les émissions de CO2 liées à la consommation d'électricité du réseau rentrent directement dans les émissions de scope 2. Les émissions de scope 3, qui sont le sujet du jour, sont extrêmement importantes. Tout d'abord parce qu'elles représentent la vaste majorité des émissions de CO2. On viendra là-dessus juste après. Mais qu'est-ce que c'est les émissions de CO2 du scope 3 ? Alors, il y a plusieurs manières de les définir, soit par soustraction, soit par une définition. Le plus simple, c'est de dire que si c'est une émission de CO2 qui est nécessaire à l'exercice de votre entreprise, qui n'est ni du scope 1 ni du scope 2, eh bien, c'est du scope 3. Si vous utilisez cette formule, vous allez a priori jamais vous tromper, mais ce n'est pas très expert comme réponse. Donc, on va prendre une réponse un peu plus experte. Les émissions de CO2 du scope 3 sont les émissions indirectes nécessaires à vos activités upstream et downstream. Donc, ça va être toutes les activités qui sont nécessaires à ce que vous puissiez effectuer dans le
périmètre de votre entreprise ce que vous effectuez dans le périmètre de votre entreprise. Ça va être l'achat de la plupart de vos matières premières. Ça va être tout ce qui est lié aux déchets en aval de vos productions. Ça va être tous les transports de votre staff en business travel et mobilité d'employés. Et ça va aussi être toute la logistique, par exemple. Donc, quand on a une vue upstream, downstream, c'est assez simple d'identifier les émissions dites du scope 3. Il faut savoir qu'il y a une littérature très, très étendue là-dessus, qu'il existe une série de concepts que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Le plus connu étant le Greenhouse Gas Protocol. Donc, si vous avez des questions spécifiques à comment traiter des émissions de CO2 du scope 3, ce n'est pas le sujet du jour. La plupart des réponses sont disponibles en ligne directement sur le site du Greenhouse Gas Protocol. Mais l'important est de comprendre que les émissions du scope 3 font partie du bilan carbone des entreprises et que les exclure est tout simplement incorrect. Et donc, aujourd'hui, un bilan carbone solide, un bilan carbone présentable, un bilan carbone crédible pour vos financiers, pour votre staff, pour vos investisseurs, pour votre banque, pour vos clients, etc., doit comprendre au moins en partie le scope 3 et doit explicitement mentionner les éléments qui ne seraient pas repris dans le scope 3 et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas repris dans le scope 3. Mathieu, tu peux peut-être passer au slide suivant parce que je parle beaucoup de ce scope 3 avec insistance. Alors, pourquoi il est important et pourquoi c'est un problème? En fait, les deux vont de pair. C'est un problème parce qu'en fait, ces émissions dites indirectes sont compliquées à estimer, sont compliquées à calculer et de facto sont souvent liées à des estimations potentiellement très imprécises. Et elles représentent la vaste majorité des émissions de CO2 d'une organisation, en moyenne 80%. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un objectif qui est de réduire les émissions de CO2 liées à mon activité, mais les éléments sur lesquels je peux jouer, qui sont le scope 1, le scope 2, le scope 3 représente 80% de mes émissions et il est très compliqué à estimer de manière précise. Là, on commence à comprendre les enjeux. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais arriver à réduire de manière drastique mes émissions de CO2, bien au-delà des émissions de CO2 représentées par les 20% du scope 1 et du scope 2, si je n'ai pas une mesure précise de mon scope 3. Et c'est ça qui est tout l'enjeu ici, c'est qu'on ne peut pas éviter de travailler sur le scope 3 tout simplement parce que c'est le cœur des émissions de CO2 des entreprises et que c'est là que l'interconnectivité entre une organisation et ses fournisseurs et sa chaîne de valeur prend tout son sens et que le lien qui peut être fait avec les propositions de valeur de Digit 89 deviennent potentiellement intéressantes. C'est vrai que sur le terrain, nous, c'est vraiment une question, une problématique qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'on a été en contact avec pas mal de dirigeants d'entreprises, des entreprises qui ont fait des annonces où ils prévoient vraiment une diminution drastique de leur empreinte carbone. Mais vraiment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs parce que 80% de cette empreinte carbone provient de leurs fournisseurs, donc c'est de leurs fournisseurs ou en tout cas de tout ce qui est indirect. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'agir sur quelque chose d'indirect. Au sein de son entreprise, c'est assez simple enfin, simple, c'est un grand mot, mais de se dire on passe à des éléments à énergie solaire, on fait venir les employés en promouvant en tout cas la mobilité douce. Mais c'est vrai de devoir faire agir en tout cas sur tout ce qui est indirect, ça me paraît quand même compliqué pour ces entreprises. Tout à fait. Et donc, on va voir dans une minute qu'il existe énormément de solutions parce que donc, chez Tapio, on a un positionnement qui est d'être le plus rigoureux possible par rapport à l'identification du problème. Donc, on ne veut pas vivre sur un nuage en estimant que tout se passe très bien, etc. Non, on est face à un problème majeur d'envergure mondiale, il ne faut pas le sous-estimer, mais on est orienté solution. C'est-à-dire qu'une fois que le problème est identifié, une fois que le franc est tombé, et bien, si on ne fait rien, on n'est pas tellement plus intéressant que les personnes qui sont dans le déni. Donc, une fois qu'on a intégré le problème, il faut agir. Et c'est là, Mathieu, peut-être qu'on peut passer sur le slide des solutions. Parce qu'en fait, le scope 3 est à la fois le problème, mais à la fois la solution. Une fois qu'on a identifié qu'une immense majorité des émissions de CO2 nécessaires à l'exercice de mon activité sont regroupées dans le scope 3, bien, on sait que c'est là qu'on va pouvoir travailler. Alors, il faut continuer à agir sur les leviers simples et les leviers
connus, identifiés dans le scope 1 et dans le scope 2. Il ne faut surtout pas tomber dans le discours de « je me concentre sur un seul petit élément ». Non, on a besoin de tous les éléments tout de suite et de la manière la plus efficace possible. Donc, surtout pas négliger les low-hanging fruits, les combats simples, il faut les régler aussi. Mais une fois qu'on a identifié que 80% des émissions étaient dans le scope 3, eh bien, il nous reste beaucoup de leviers d'action. Tout d'abord, beaucoup des choses qu'on pense faire qui sont simples peuvent être dans le scope 3. Par exemple, les éléments de mobilité sont des éléments du scope 3. Par exemple, changer son contrat d'énergie, c'est scope 2. Par contre, c'est quand même dans les émissions indirectes. Donc, il y a quand même des leviers très simples qui peuvent être mis en place. Ensuite, nous, on a essayé de regrouper les actions en 3 grands thèmes. Comprendre, agir et engager. Vous verrez que ces 3 éléments vont de pair. Ici, on les a mis de manière verticale en silo, mais on peut tout à fait les dessiner sous forme d'un cercle. Et d'ailleurs, l'ordre n'est pas forcément celui-là. On voit de plus en plus que beaucoup d'entreprises commencent par engage au sens anglais du terme, c'est-à-dire engager avec sa communauté, pas engager comme recruter, mais commencent par communiquer avec leurs parties prenantes avant de potentiellement travailler sur le bilan carbone ou sur le plan d'action. Ici, on va le prendre dans cet ordre-là. Donc, la partie de compréhension est fondamentale. On l'a dit, meten is weten. Donc, avant de commencer, il faut pouvoir comprendre. Pas uniquement pour faire plaisir à des entreprises comme Tapio et de mesurer son bilan carbone, ou même pas uniquement pour faire plaisir à des standards de reporting qui vous obligeraient à mesurer, mais tout simplement parce qu'à partir du moment où vous mesurez, vous allez comprendre la structure des émissions de CO2 de votre entreprise et de facto, vous allez naturellement tendre vers une réduction. On a fait un article là-dessus que je trouve extrêmement intéressant sur à partir du moment où un problème est compris, naturellement, il tend à se réduire. Si vous expliquez à une population que consommer énormément de sucre et qu'il est réellement compris, pas juste que l'information existe, s'il est compris, les personnes qui l'intègrent vont naturellement consommer moins de sucre. C'est la même chose pour le CO2. À partir du moment où vous comprenez les émissions de CO2, la structure fondamentale des émissions de CO2 de vos entreprises, naturellement, les solutions vont se mettre en place pour les réduire. Ensuite, c'est le pilier fondamental pour construire un plan d'action. L'exemple un petit peu bateau, mais le plus parlant, c'est à partir du moment où des entreprises mettent en place des solutions ou qu'elles estiment qu'elles mettent en place des solutions sans être passées par la case comprendre, on se retrouve dans des cas où on a des entreprises qui font des exercices de changement complètement à côté de la plaque. Typiquement, une banque qui annonce qu'il ne va plus y avoir de gobelets en plastique à la machine à café. Si on regarde la structure des émissions de CO2 de cet acteur, eh bien, cette action a absolument 0 impact global. C'est extrêmement important de comprendre ce qui impacte vos émissions de CO2 pour pouvoir agir sur les plus gros leviers, les plus facilement modifiables et les plus rapidement modifiables. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en place des plans d'action. Et là, on va agir. Donc, on va soit faire moins, c'est-à-dire au lieu d'organiser 5 webinaires, on peut en organiser 3 qui sont peut-être plus pertinents. On va essayer de faire mieux, c'est-à-dire peut-être qu'au lieu d'organiser une conférence en présentiel, on va organiser une conférence en ligne. Et puis après, on va essayer de faire différemment. Donc, par exemple, peut-être qu'au lieu de faire les 100 km ou les 20 km tous les jours pour aller au bureau en voiture, je vais les faire en train. Donc, il y a ces différents leviers. Et pour agir moins, mieux et différemment, on va pouvoir utiliser toute une série de solutions qui sont de l'éducation, qui sont la mise en place de solutions techniques, qui sont la mise en place d'alternatives, etc., etc. Pour le premier point, donc pour mesurer plus facilement, il y a des outils comme Tapio, il y a des boîtes de consultance, des gens extrêmement efficaces qui sont là pour vous accompagner, au même titre que votre comptabilité. Ce n'est pas parce que vous faites une comptabilité efficace et que vous avez un plan d'action lié à cette comptabilité pour atteindre la rentabilité, par exemple, que vous devez le faire seul. Donc ici, c'est la même chose, vous n'êtes pas seul. Il existe des cabinets spécialisés, il existe des outils spécialisés. Et si on prend un petit peu de recul, il n'y a pas un secteur dans votre entreprise pour lequel vous n'utilisez pas une série d'outils extrêmement puissants qui ont été développés depuis des années. Dans le marketing, dans le recrutement, dans la finance, dans la vente, vous utilisez des CRM, vous utilisez des logiciels de projection d'images, des logiciels pour construire vos campagnes médias, etc., etc. C'est la même chose ici. Vous n'êtes pas seul pour agir et il existe beaucoup de solutions. Et le troisième levier
qui pour moi me paraît vraiment le plus fondamental parce que le plus clé pour réduire son scope 3, qui est, on le rappelle, le plus important scope en termes de quantité d'émissions de CO2, c'est l'engagement. On l'a dit, les émissions de CO2, c'est ce que vous faites avec qui vous le faites, particulièrement avec qui vous le faites. C'est-à-dire que pour réduire ces émissions de CO2 du scope 3, il faut travailler main dans la main avec son écosystème, si on a envie d'utiliser un mot un petit peu qui a été beaucoup utilisé, mais un mot plus traditionnel sont les parties prenantes. Il faut travailler avec vos stakeholders, il faut travailler avec votre chaîne de valeur, en amont et en aval. L'exemple le plus lisible, ça va être vos fournisseurs. Si vous regardez chaque source d'émissions, on va le rappeler, ça va être un petit peu ce que vous allez retrouver dans votre bilan financier, c'est combien j'ai acheté à qui. Eh bien, chaque fournisseur va être transformé en CO2 et il faut travailler avec tous ces fournisseurs. C'est un exercice qui peut potentiellement être très difficile. Et là encore, il existe des leviers moins compliqués qu'il n'y paraît et surtout plus évolutifs qu'il n'y paraît. Le réflexe premier va être la première idée qui va apparaître, ça va être je vais devoir changer tous mes fournisseurs. C'est impossible, ça va me prendre des années, j'ai pas le temps, c'est trop cher, j'ai d'autres chats à fouetter, etc. Nous, on essaye de ramener l'échelle temps des actions à quelque chose de plus accessible aujourd'hui. Comment est-ce que je peux aujourd'hui faire comprendre à mes fournisseurs que l'impact écologique est important pour moi? Eh bien, on peut déjà le communiquer. C'est-à-dire qu'un fournisseur, il va essayer de trouver des clients. Pour trouver des clients, il va fournir un produit de qualité à un prix de qualité avec un service après-vente de qualité, etc., etc. Si en tant que client, vous dites que pour moi, l'impact écologique pèse dans la balance, naturellement, sans même être convaincu par le climat ou sans même vouloir devenir un acteur de la transition écologique, le fournisseur va tendre vers satisfaire à votre besoin. Donc, engager avec sa chaîne de valeur, c'est extrêmement, extrêmement important. Là, je voudrais prendre 2 exemples concrets. Le premier exemple de quelque chose qui est très simple à mettre en place, qu'on a développé chez Tapio, c'est un outil d'évaluation de la maturité. C'est un questionnaire qui permet en quelques clics à l'entreprise de comprendre, de mapper ses fournisseurs avec leur niveau d'intensité espéré de CO2. Ça veut dire qu'on va pouvoir, on ne va pas mesurer leur bilan carbone, on ne va pas les obliger à changer, non. On va d'abord travailler sur la compréhension. On va d'abord travailler sur mesurer la maturité de notre écosystème en termes d'impact CO2. Et le deuxième levier, qui est une application de Digit 89, c'est d'utiliser les leviers financiers pour discriminer positivement les acteurs qui vont dans le sens qui m'intéresse. Ici, pour l'exemple, le sens qui m'intéresse, c'est plus de durabilité. Donc, une entreprise peut demain récompenser ses fournisseurs qui vont dans le sens de réduire leur impact carbone en leur donnant accès aux services de rétrofactoring à un taux plus avantageux. Un exemple, une variante de ça qu'on a expérimenté ici récemment chez Tapio, on est en travail pour accéder à un certain niveau de capital, pour continuer à développer nos activités. Eh bien, on a eu une réduction sur notre intérêt bancaire via un levier européen. Parce qu'on a une entreprise durable, eh bien, on a une réduction sur notre taux d'intérêt, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à des outils financiers avec une discrimination positive. C'est une application un petit peu différente, mais dans le cas de Digit 89, c'est quelque chose qui est possible à mettre en place très, très rapidement. Non seulement vous allez les encourager, mais surtout vous allez faire passer le message de l'engagement, vous allez faire passer le message de « c'est important pour moi, c'est tellement important pour moi que je vais favoriser les partenaires de ma chaîne de valeur qui tirent dans ce sens-là, et je vais les favoriser de manière très pragmatique puisque je vais les favoriser avec de l'argent. Je vais leur permettre d'avoir accès à un service qui va leur coûter moins cher. Donc, s'il faut retenir vraiment une chose, c'est il faut mesurer son impact écologique, il faut prendre en compte son scope 3, il existe des solutions et il faut démarrer la mise en place de ces solutions aujourd'hui, petit à petit. C'est l'histoire des petits pas. Si vous faites 1000 pas à partir d'aujourd'hui, dans un an, vous serez 1000 pas plus loin. Si vous réfléchissez à un très grand pas, vous ne le ferez jamais. C'est un peu cette approche-là. Et je pense que l'outil de Digit 89 représente assez bien cette possibilité d'implémenter une solution simplement et rapidement. Tout à fait. C'est vrai que pour faire aller le petite parenthèse par rapport à ce point de Digit 89, c'est vrai que nous, ce n'est pas notre core business au départ, même si malgré tout, la création de Digit 89, on avait une volonté un peu, on se voyait déjà comme un outil ESG, puisque
lorsqu'une entreprise en fait adhère à Digit 89, donc un acheteur adhère à Digit 89, c'est pour permettre à ses fournisseurs d'avoir un accès à la trésorerie abordable. C'est-à-dire, en adhérant à Digit 89, tous les fournisseurs pourront par la suite avoir le paiement de leurs factures quand ils le veulent, donc un accès à la trésorerie en cas de besoin. Et donc, c'est déjà une action positive, une action de responsabilité sociétale. Mais en effet, en étant sur le terrain, nous, on a voulu aller encore plus loin. On s'est dit, mais comme de toute façon, pour notre service, on doit aller chercher tous les fournisseurs, on doit les onboarder un par un et les amener sur notre plateforme, puisque lorsqu'une entreprise acheteuse adhère, c'est nous qui nous occupons de l'onboarding de chacun des fournisseurs. On s'est dit, quitte à faire ça, pourquoi pas, lorsque le fournisseur s'onboard sur notre plateforme, lui proposer de manière tout à fait non obligatoire de faire une évaluation en ligne de son impact environnemental. Alors, je sais que ça reste encore hypothétique, ou en tout cas, c'est basique, si je peux dire. Maintenant, dans le questionnaire, on les invite justement à aller se diriger vers des entreprises comme Tapio pour avoir peut-être un élément plus détaillé et plus précis. Mais en tout cas, déjà, ce premier scoring permet déjà d'identifier des fournisseurs qui ont un bon comportement et qui font des efforts et qui ont un peu d'impact environnemental. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait, nous, comme tu dis, les discriminer positivement cette fois-ci. On a toujours l'habitude d'avoir des pénalités. On a un peu une société où tout est punition, pénalité, etc. Nous, on était dans plus un élément positif, c'est-à-dire se dire qu'un fournisseur qui a un bon score ESG va avoir accès à notre service à un taux plus avantageux. Donc, va avoir accès à de la trésorerie moins chère, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment ça qui est mis en place. Et donc, nous, au final, voilà, c'est un outil supplémentaire qu'on donne aux mains des entreprises pour leur permettre d'inciter leurs fournisseurs, en tout cas, à faire ces efforts environnementaux. Alors, comme tu le disais, c'est un petit pas, c'est une pierre à l'édifice, mais voilà, pour moi, c'est un ensemble d'actions qui va faire que ce scope 3 va pouvoir être attaqué et une problématique réglée, entre guillemets. Et je tiens peut-être à rappeler que des outils comme ça, pas forcément qui traitent le problème exactement de cette manière-là, mais il en existe énormément. Et d'ailleurs, on a, nous, constitué une base de données de solutions. Donc, en fait, dans cette logique de centraliser la connaissance pour la rendre accessible au plus grand nombre, à chaque fois qu'un membre de l'écosystème va identifier une solution, elle va alimenter une base de données qui est disponible pour tous les membres de l'écosystème. Ça veut dire que si vous trouvez une solution extrêmement innovante, intéressante, qui vient en fait casser les codes, eh bien, vous allez pouvoir la soumettre, enfin, en tout cas, la rendre disponible à tous et ainsi accélérer réellement la transition écologique pour arrêter que chaque organisation essaye de traiter de manière indépendante et dans son coin en répétant ce que les autres viennent de faire, le cheminement mental que les autres viennent de mettre en place, qui ralentit extrêmement l'exercice et qui est, comme on le sait, une urgence climatique. Et donc, essayons réellement de centraliser et de partager au maximum la connaissance à travers tout ce qui est possible et notamment des bases de données de solutions. Parfait. Ben, écoute, un grand merci, Louis. C'était très clair. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Ceux qui préfèrent auront aussi l'occasion de poser vos questions toujours en commentaire du webinaire. On tentera d'y répondre par la suite. Mais par contre, si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre en live, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je vois qu'on est pile poil dans les temps, Louis. Il est 13h09. Parfait. Donc voilà, on est bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. On va peut-être encore attendre une minute. Mais je pense que tout est très clair. Dans tous les cas, dans ce que tu mentionnais aussi, nous, s'il y a des questions plus précises, parce que donc on est resté quand même très fort dans les intentions, s'il y a des questions plus précises, vous pouvez les adresser soit à Mathieu qui me les redirigera, soit directement sur le site de tapio.eco, vous pouvez poser les questions que vous auriez, ou directement sur LinkedIn ou n'importe quel média. J'y répondrai avec plaisir. C'est un sujet qui, je pense, est passionnant et qui est vraiment à l'ordre du jour dans la plupart des entreprises aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas et ne soyez pas effrayés. C'est tout à fait faisable. Et au plus on creuse, au plus on explore des solutions excitantes, intéressantes. C'est vraiment un univers tout entier à découvrir. Parfait. Ben, écoute, un grand merci en tout cas, Louis. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut clôturer. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce
3e webinaire. On vous retrouve le mois prochain pour un autre webinaire. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci beaucoup Mathieu, merci. Au Salut revoir. Louis.